bonsoir, chers téléspectateurs. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission dominicale, le débat panafricain, deuxième partie. Merci à Hubert Toundi qui a animé donc cette première partie. Vous l'avez suivi au sommaire, deux sujets essentiels vont donc meubler cette émission. D'abord, l'annulation par l'Élysée de la visite d'Emmanuel Macron programmée à Bamako dans les jours à venir. Pourquoi cette annulation? Officiellement, on dit que c'est pour les raisons de Covid-19 qui repart de plus belle en France, mais officieusement, Emmanuel Macron a-t-il voulu s'éviter un rendez-vous diplomatique périlleux? C'est ce que nous allons donc essayer de comprendre avec nos panélistes. Et puis en seconde partie de cette émission, nous allons également marquer un arrêt au Niger en relation toujours avec la France. Vous vous en souvenez certainement. C'était donc à la fin du mois de novembre, le convoi militaire de Barkhane avait donc été bloqué par les populations et puis 3 personnes avaient été tuées et 17 autres blessées. Le président nigérien a donc saisi les autorités françaises pour faire la lumière sur cet incident et éventuellement sanctionner les coupables. La question à savoir ici, c'est quelle chance, évidemment, a la requête du président Mohamed Bazoum de prospérer auprès de Paris, dont on connaît la réticence à livrer ses militaires, et surtout, pourquoi le Niger lui-même ne prend pas en main cette enquête pour établir les responsabilités autour de cette affaire. Voilà donc ce que nos panélistes, et ils sont de belles factures ce soir, comme toujours sur Afrique Média, voilà donc ce sur quoi nos panélistes, disais-je, vont donc vous entretenir. Chers téléspectateurs, vous le savez également, cette émission est la vôtre. Le moment venu, il vous suffira simplement de nous contacter à travers nos différents numéros qui vont s'afficher. Et là, vous pourrez évidemment participer à cette émission. En attendant, je vais donc faire la politesse à nos invités. D'abord à vous, Madame Linda Larbaoui, vous êtes analyste politique, vous êtes algérienne, mais vous vivez à Paris. Bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir encore. Bonsoir à tous les panafricains et à tous ceux qui aiment l'Afrique. Et je suis ravie d'avoir été invitée. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons parler donc de ces deux sujets, mais il y a également d'autres invités. C'est votre cas, Nguchi Benzan, que j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois, moi en tant que modérateur, au cours de cette émission. Bonsoir et merci d'être là. Oui, bonsoir, salutations à la communauté, salutations au peuple africain, peuple du monde et les téléspectateurs de la chaîne Afrique Média, la chaîne panafricaine. Et à côté de vous, il y a également mon ami Dacier de Bindouté, que j'ai déjà eu le plaisir d'accueillir. Bonsoir, vous êtes analyste politique également, panafricain dans l'âme. Bonsoir et merci d'être là. Oui, bonsoir le frère Bungu, bonsoir à mes co-panélistes. Je suis très content de me retrouver avec vous. Et comme on l'a dit, Afrique Média, le monde c'est nous. Et je pense que le combat mérite d'être mené parce que actuellement, il y a trop de choses inhumaines à l'encontre de l'Afrique et personne ne viendra sauver l'Afrique pour nous. Même Dieu même ne nous sauvera pas, c'est nous qui allons nous sauver parce que Dieu ne descendra pas de lui-même s'arrêter de dire que je suis venu vous sauver. Donc, à nous de prendre nos responsabilités. Eh bien, merci, vous l'avez dit. Nous attendrons également d'autres invités qui pourront se signaler. C'est peut-être le cas pour Amina Fofana, qui est l'une des égéries de ce combat pour le retour de la dignité africaine, qui est donc membre de la transition malienne, qui pourrait nous aider à avoir un regard, peut-être pas officiel, mais en tout cas, un regard interne à la transition concernant ces deux sujets. Mais en attendant, je reste donc avec vous, Dacier de Bindouté. Le président Macron a donc annulé, contre toute attente, sa visite à Bamako. Comment est-ce que vous avez accueilli l'annonce de cette annulation? Est-ce que vous avez été surpris ou bien vous vous dites simplement on pouvait s'y attendre? Oui, d'abord, moi je prends ça sur deux volets. D'abord, je suis surpris et quelque part aussi, je ne suis pas surpris. Surpris parce que d'habitude, Bamako, et on a vu comment la France a humilié le Mali à travers les visites présidentielles. Et d'abord, la première humiliation est partie de ces mensonges selon lesquels les djihadistes descendaient sur Bamako et il fallait que la France intervienne.
Et aujourd'hui, c'est comme en Irak. Aujourd'hui, on n'a même pas des images de cette colonne de djihadistes qui descendaient sur Bamako. Donc, c'est la première humiliation. Maintenant, après les visites de Hollande et de Macron, même sous Ibeka, on a vu qu'il allait directement à Gao. Parce qu'à Gao, ils ont un aéroport qu'ils ont bien construit et c'est là-bas Ibeka allait le recevoir. Et il a réussi Ibeka. Donc, il y a des humiliations de trop. Maintenant, ça me surprend pas parce que quand vous regardez au niveau de l'Afrique, ces 2 derniers jours au niveau de l'Afrique de l'Ouest, tout a commencé avec le président Roch-Marc Christian Kaboré quand il a arrêté Sémé Keba au Burkina Faso sur les manifestations contre les bases militaires françaises, sinon les bases militaires occidentales en Afrique. Donc, Sémé Keba partait à Bobo pour manifester, pour la manifestation contre les bases, la présence des bases militaires occidentales au Burkina. Donc, tout est parti de là. Parce que la France ne veut pas voir sur le sol africain des jeunes en train de manifester à son encontre. Après cette arrestation, on a vu que à partir de Bobo Dioulasso, le convoi qui a quitté la Côte d'Ivoire, les gens ont manifesté contre ce convoi. Mais le président Kaboré a forcé et les gens, le convoi est arrivé à Ouaga. De Ouaga encore, les gens ont résisté. Le président Kaboré a forcé. Et quand c'est arrivé à Kayal, là-bas, c'était le paroxysme. Et maintenant, le Drian est sorti dire au président Kaboré, et il faut régler ça. Et du coup, on a coupé l'Internet au Burkina Faso. Voilà. Parce que la France ne voulait pas voir toutes ces humiliations à son encontre. Et vous vous rappelez qu'ils ont tiré sur les gens, il y a eu des blessés. Et finalement, le président Kaboré a fait des pieds et des mains pour se justifier. Et quand il y a eu encore la marche, je crois, du 27 novembre, pour dire au président Kaboré de démissionner tout calmement, vous avez vu qu'il a enfermé, il a arrêté tous les leaders de ces manifestations-là, sous prétexte qu'ils ont manifesté de façon illégale, on les a enfermés. Donc, nous sommes dans un contexte où la France ne veut pas, en tout cas, voir qu'il y a des Africains qui manifestent contre sa présence, parce qu'en Europe, on fait comprendre aux gens que non, la France est en train de travailler dur pour l'Afrique, pour protéger l'Afrique de soi-disant terrorisme. Donc, voici du point d'entrée de jeu comment il faut voir les choses. Donc, maintenant, la France ne veut pas au Mali. Arrivé au Mali, le président Macron sera encore humilié parce que les humiliations ont déjà commencé à travers ces résistances. Donc, c'est pourquoi ils ont trouvé des arguments pour dire que non, il ne pourra pas venir pour des questions de Covid. L'Afrique n'a pas de Covid. L'Afrique, il n'y a pas de Covid en Afrique. C'est en Europe, en Occident et en Chine qu'il y a le Covid. Donc, pour venir en Afrique, il ne doit pas avoir peur parce qu'il n'y a pas de Covid en Afrique. Voilà. Donc, les raisons officielles ne tiennent pas. Maintenant, moi, ça m'étonne et ça ne m'étonne pas à la fois. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre qu'en Afrique, ce qui fait le problème de l'Afrique, c'est entre nous-mêmes d'abord. On va utiliser des Africains. La méthode coloniale n'est pas terminée. On utilise des Africains contre des Africains. Et je pense que ce qui se passait, on a utilisé le président Kaboré, on a utilisé le président Bazoum contre le Mali. Et même toute la CEDEAO. Donc la France croyait que non, en utilisant ces gens-là, on allait baliser le terrain et Macron allait venir faire son show. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, parce que ce qui s'est passé avec Macron, les Ivoiriens ont une belle expression qui exprime ça. On dit que quand tu échoues de la sorte, on dit que tu as tapé poteau. Donc moi je crois que Emmanuel Macron et la France tout entière a tapé poteau au Mali. Et c'est quelque chose d'assez significatif parce que pour la première fois quand même, on voit que la France recule face à son précaré. Ce qui n'était pas évident. On a vu comment Macron a humilié le président Kaboré à Ouagadougou. Personne n'en a parlé. Donc, c'est des gens qui ne voient pas l'homme africain comme un être humain. Parce que les gens ont été forgés par l'esprit biblique qui a forgé le racisme, alors que leurs ancêtres, les Gréco-Romains,
ont toujours respecté l'Afrique parce que l'Afrique, c'était leur terre de repère. Et tous les centres intellectuels gréco-romains se trouvaient en Afrique, en terre africaine à Alexandrie. Donc aujourd'hui, si des gens arrivent à mettre l'Afrique dans de tels jugements, dans de telles tortures, traitements inhumains, quand même, moi je pense qu'il va falloir que nous arrivons à réfléchir au-delà de ce qu'on nous impose comme système de réflexion. Comme le dit Joseph Kizerbo, les jours que l'Afrique ne sera pas exploitée, on va se lever et dire merde à tout ce qui se fait contre nous. Personne ne verra la couleur de notre peau. Donc, moi, je pense d'entrée de jeu que Emmanuel Macron a tapé poteau, la France a tapé poteau, mais ce n'est pas une victoire selon moi, parce qu'il faut toujours rester aux aguets. L'impérialisme a trop de traites en Afrique. Donc, il ne faut pas que les Maliens se réjouissent. Au contraire, il faut que le Mali, il faut que toute l'Afrique reste aux aguets pour ne pas prendre ça comme une victoire. Au contraire, il faut redoubler d'efforts pour maintenir le cap, se sécuriser et sécuriser le président malien et tout son gouvernement. Et c'est pourquoi je reviens là-dessus pour dire aux jeunes Maliens, la bataille, ce n'est pas dans les discours. Il faut que les Maliens s'organisent pour être un bouclier humain comme l'ont fait les Vénézuéliens pour sécuriser leur président parce que nous sommes à une étape où on doit dire c'est terminé. Gare à celui qui va toucher à notre président. Gare à celui qui va tuer encore un leader africain. Tant que nous n'allons pas atteindre ce stade de comportement, ce stade de conscience, l'Occident va toujours nous saboter. Parce que seul en Afrique, qu'on vient tuer un leader, un président, et il n'y a rien. Tu ne feras jamais, personne ne fera ça en Asie. Personne ne fera ça au Proche-Orient. Mais en Afrique, c'est entre nous-mêmes, on nous montre des présidents qui se comportent vraiment, on ne sait pas. C'est des jeunes qu'on manipule. Donc, moi, je reviens là-dessus pour dire aux Maliens, la bataille n'est pas, la guerre n'est pas terminée. Il ne faut pas qu'ils prennent ça du tout comme une victoire. Au contraire, les Maliens doivent se réveiller maintenant parce que cette humiliation-là, la France va les punir comme ils ont puni Sékou Touré, ils ont puni Haïti. Je dis toujours aux jeunes Maliens, il faut préparer maintenant une révolution culturelle et scientifique. Parce que même si la Russie va vous vendre des armes, quel est le transfert technologique que la Russie va vous donner? Faisons comme l'Iran. L'Iran aujourd'hui, militairement, est indépendant, totalement indépendant. Même sans l'intervention de la Russie, l'Iran peut riposter même face aux Américains, face aux Israéliens. Parce qu'ils ont mis en place une révolution scientifique et culturelle. Et quand je dis culturelle, l'Iran aujourd'hui est un pays musulman, une république islamique, mais l'Iran réclame ses origines persanes. L'Iran réclame la grandeur de la Perse. Et l'Iran est en train de se construire conformément à la grandeur de la Perse, comme Saddam Hussein voulait construire Irak conformément à Babylone, et comme la Chine aujourd'hui est en train de se construire conformément à la grande muraille de Chine. Nous, Africains, quels sont nos piliers? Quels sont nos leviers? Quels sont nos repères? C'est pourquoi je dis à la jeunesse malienne, quittez les discours, soyez maintenant conscients que la sécurité de Goïta, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'étranger, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qui devons être les boucliers pour nos présidents. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je conclue en disant que la France et Emmanuel Macron ont tapé poteau, comme le disent les Ivoiriens. Eh bien, merci à vous. Est-ce votre avis, Ngouti Béhanzin, vous pensez que cette rencontre, qui devait être la première, hein, il faut le souligner, entre Emmanuel Macron et le colonel Assimi Goïta, donc une première rencontre donc, vous êtes d'accord avec l'analyse de mon ami Bindouté que Emmanuel Macron a finalement fui une humiliation qui se précisait du côté de Bamako? Bien sûr, vous savez, Emmanuel Macron vient de perdre. Emmanuel Macron a pris des claques. C'est vraiment une claque pour Macron-Poléon, parce que moi je l'appelle Macron-Poléon. Et souvenez-vous, Jacques Chirac disait, nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles. Et ça, c'est Jacques Chirac qui le disait. Alors aujourd'hui, nous allons dire à monsieur Chirac, dans sa tombe, parce que lui-même il a contribué à saigner l'Afrique, que le peuple africain est debout. Le peuple africain commence
à faire sa révolution. Et ce que vient de dire le camarade depuis le Burkina Faso qui est là dans l'émission avec nous, il a totalement raison. Souvenez-vous, le 13 janvier 2017, l'humiliation de Hollande à Gao, il a convoqué Ibeka comme un toutou, comme un chien sur la base de Gao. C'est une humiliation. Et vous savez, le peuple malien ne l'a pas oublié. Parce que chez nous, on dit que le méchant oublie vite l'offense qu'il a faite, mais pas l'offensé. Donc aujourd'hui, c'est le retour du bâton, d'accord? C'est le retour de flamme que Macron est en train de se prendre C'est le feu qui le brûle. Il se fait brûler par ce qu'ils ont construit. Cette politique nazione de l'État français depuis des siècles, depuis des générations sur le continent africain. Le peuple malien est debout et à travers le peuple malien, c'est tout un continent aujourd'hui qui demande, qui voit l'espoir d'une révolution qui peut-être aboutir. Mais pour aboutir à cette révolution, comme le dit le camarade, il faut préparer aussi l'après. Parce que je le dis et je le répète, il ne suffit pas de militariser le pays pour danser au rang des grandes nations, mais il faut aussi la justice sociale, la technologie, la science et tout ce qui va avec. C'est avec ça que le Mali va pouvoir maintenant se libérer. On voit ce qui se passe au Venezuela et ce qui se passe en ce moment au Mali, permettez-moi quand même de rappeler que le peuple malien doit savoir que maintenant les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, ces institutions impérialistes rapaces ne vont pas tarder à s'attaquer au peuple malien et s'attaquer au gouvernement, parce que s'attaquer au gouvernement, c'est s'attaquer au peuple malien. Donc le peuple malien et le peuple africain, il faut être solidaires. Ayons maintenant la capacité de contrer, de contenir l'attaque qui va se dérouler. Les États-Unis menacent le Mali, et qui dit les États-Unis, nous savons que derrière, c'est la France, c'est l'État français. Quand l'impérialisme est blessé, l'impérialisme devient féroce. Et en ce moment, on voit que l'impérialisme est féroce parce que l'impérialisme a compris que le peuple africain est debout, le peuple africain se lève et les choses vont changer. Donc, l'humiliation de Macron par rapport à sa visite au Mali, il faut savoir que la diplomatie française n'hésitera pas à vouloir prendre une revanche là-dessus, parce que là, c'est vraiment une humiliation. Je l'avais dit l'autre jour qu'il y a des chances que cette visite soit annulée, et nous tenons quand même à le dire que la visite a été annulée, pas parce que Macron, il y a le Covid, c'est faux. La visite a été annulée par le gouvernement malien, parce que Assimi Goïta, le président légitime au Mali, n'a pas trouvé nécessaire le programme présenté par le ministère des Affaires étrangères sur la visite de Macron au Mali. Donc, étant donné qu'il ne veut pas servir de décor, qu'il ne veut pas servir de propagande politique, médiatico pour l'impérialisme français, il l'a fait comprendre, il l'a fait savoir à l'État français, et du coup Macron n'a pas eu le choix que d'annuler la visite au Mali. Donc aujourd'hui c'est une victoire, mais ce n'est pas une victoire où nous devons baisser les bras. Au contraire, il faut intensifier et rester sur nos gardes, parce que maintenant les rapaces, les chacals, tous, ils vont essayer maintenant de déstabiliser totalement, de détruire le Mali après avoir déstructuré le Mali, la société civile, les peuples, les groupes antagonistes. Maintenant, ils vont essayer de détruire totalement ce pays. Et en détruisant le Mali, ils le savent que c'est toute la sous-région qui sera déstabilisée et détruite. Donc, nous allons appeler à la solidarité, et il est temps que le peuple africain soit solidaire. Développons la solidarité africaine, parce que moi je dis que nous devons redonner la grandeur de l'Afrique à l'Afrique. Il est temps de redonner la grandeur de l'Afrique à l'Afrique. Et ça, on ne pourra pas le faire seulement en attendant Dieu. Dieu voit ce qui se passe au Mali. Dieu voit ce qui se passe en Afrique. Mais Dieu attend que nous, les humains, d'abord, nous agissons. Jésus ne viendra pas sauver le peuple malien ni le peuple africain si les Africains ne se sauvent pas par eux-mêmes d'abord. Et ça, il est temps de le dire aux gens que oui, nous avons la capacité, quand nous sommes unis, de nous défendre, de nous battre, de nous libérer. Et la libération du continent africain, du Mali, passera aussi par la spiritualité africaine, par nos coutumes
Et ça, c'est aussi une arme qu'on doit utiliser pour combattre l'impérialiste. Eh bien, merci infiniment pour cet éclairage. Linda Labaoui, le colonel Assimi Goïta, force par sa nature, calme, vraiment une force tranquille, qui ne fait pas de bruit, mais qui est resté donc droit dans ses bottes avec ses exigences, les exigences donc du peuple malien par rapport à cette visite. Finalement, on dira un jeune colonel, et c'est pas du tout péjoratif, un jeune colonel qui manifestement n'a pas ce que Bandakani appelle souvent le mythe du perron de l'Élysée. Ben, Monsieur Assimi Goïta sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il aime. Il aime son pays. Et il veut libérer son pays. Et il veut continuer à faire partie de son continent, l'Afrique. C'est là où ça diffère avec Macron. Macron ne sait pas ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est être président une deuxième fois. Mais le reste, il sait pas. Il est pris le cul entre deux chaises, excusez-moi pour l'expression. Il veut continuer à être avec les Américains qui ont toujours soutenu la France depuis la Deuxième Guerre mondiale et au moment où on leur a accordé le droit du veto, mais il veut aussi prendre son indépendance parce qu'aujourd'hui, les Américains, je l'ai dit hier et je le redis encore, remplacent la France par la Turquie. Voilà. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais expliquer quand même aux panafricanistes. On ne peut pas comparer le Venezuela à l'Afrique. On ne peut pas comparer l'Iran à l'Afrique. Quand on dit Afrique, nous parlons d'un continent. Quand on dit Venezuela, nous parlons d'un pays. Quand on dit Iran, nous parlons d'un pays. Quand on dit Afrique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont plusieurs pays qui sont là, plusieurs ethnies qui sont là, mais aussi le continent le plus riche. Donc tout le monde veut continuer à manger. Ça a commencé par l'esclavage, après il y a eu l'industrialisation, et maintenant nous sommes à tous les produits 4e, 5e génération, et on continue à vouloir piller l'Afrique parce que nous avons besoin, quand je dis nous, je parle du monde entier, nous avons besoin de la matière première. Et il se trouve que cette matière première, on la trouve en grande partie en Afrique. Donc, c'est une grande chance pour nous, les Africains, mais ça fait aussi notre malheur. C'est pour ça que nous souffrons. Le monde entier, tous les continents confondus, vivent sur notre dos. Donc, on ne peut pas comparer le Venezuela, qui est un pays pétrolier, à tout ce que possède l'Afrique. Et l'Iran, c'est pareil. Parce qu'il faut remonter à l'histoire des choses. Qui a fait l'Iran et pourquoi on a fait l'Iran? Comment l'Iran a eu sa force? Elle l'a pas eu comme ça. On lui a foutu la paix pendant des années, on l'a laissé devenir une force. L'Afrique, on nous ne laisse pas. On est toujours derrière nous. Dès qu'il y a un pays qui se relève, boum, on tue le président, on tue le gouvernement, on fait un coup d'État, on met le terrorisme. Donc, on ne peut pas, nous les Africains, ce qui est important aujourd'hui, ce qui commence un petit peu à sauver l'Afrique, c'est la solidarité des peuples. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, moi, algérienne, je parle du Mali comme si je parlais de l'Algérie. Pourquoi? Parce que le Sahel, je suis d'un pays sahélien. Le Sahel, s'il est sécurisé, il est sécurisé pour mon pays aussi. Et ça concerne tout le Sahel. Mais après, ça descend, ça descend, ça descend. Donc, tout le continent africain est concerné par la sécurisation et aussi par cet impérialisme qui nous ronge. S'il y a un virus qui est en Afrique, c'est l'impérialisme et le néocolonialisme. Nous n'avons pas de corona. C'est ça le virus qui est en train de nous bouffer. Et c'est ça le virus qui fait venir Macron chez nous ou qui le fait fuir.
Macron veut jouer sur le tableau qu'il faut rester en Afrique, qu'il faut garder, là je parle, je suis de la même avis de mes camarades, là, de mes frères, mais il a peur aussi de cette médiatisation si jamais ça se passe mal et les gens sortent pour manifester. Donc aujourd'hui, on ne peut plus cacher la vérité. Les réseaux sociaux arrivent à transmettre l'information, alors que jusqu'à Facebook, YouTube, tout ça, nous étions dans la désinformation totale. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher. Donc le monde entier pourra voir ce qui se passe au Mali. Le Mali ne veut pas céder, le Mali ne veut pas négocier. Le Mali veut une chose, c'est que Barkhane retourne dans son pays. C'est tout. Macron était venu encore, la France a enfreint les droits par rapport aux accords qu'il y avait au départ, qui n'étaient pas pour le déploiement des forces. Donc, s'ils ont enfreint déjà ces droits-là, et ils sont venus en masse et ils ont occupé les 2/3 du Mali, alors que ce n'était pas le but. Aujourd'hui, les Maliens leur disent, nous sommes démocrates, comme vous défendez la démocratie, nous, le peuple malien, nous vous disons, rentrez chez vous. Ça, c'est très simple. Donc, Monsieur Assimi Goïta a le soutien de son peuple, mais Macron, il n'a pas le soutien de son peuple. Parce que qu'est-ce qui se passe en France? Quand vous discutez avec les gens, quand vous voyez la presse, les Français, le français lambda, la France populaire, te dit, mais qu'est-ce que nous foutons en Afrique? Faut qu'on parte. Parce qu'on leur cache la vérité. On leur dit, nous sommes là-bas pour défendre les droits de l'homme, alors qu'ils sont là-bas pour piller. Tout simplement. Et maintenant, je vais revenir à ce qui s'est passé cette semaine et qui est très, très important pour l'Afrique. Oui. Il y a eu le sommet Turquie-Afrique, où 45 pays étaient représentés. Donc, j'ai attendu les résultats avec impatience. Je les ai eus hier. La surprise que nous avons eue, c'est que le Sénégal qui est très proche des États-Unis aujourd'hui, il y a même une base américaine, le Sénégal se rapproche de la Turquie pour un contrat militaire par rapport à de l'armement. La Mauritanie aussi, pour acheter des drones. Donc, il y a le Tchad aussi. J'en ai parlé hier, et le Tchad, j'ai expliqué à notre ami Amina Fofana et à tous les Maliens et les Tchadiens, le Tchad est proche aujourd'hui des États-Unis. Le fils d'Ebi a fait ses études aux États-Unis, il est anglophone et il est beaucoup plus proche des États-Unis. Il n'est pas français du tout, il s'est détaché de la France. Il y a même un bureau du Pentagone qui est ouvert maintenant au Tchad. Il y a une collaboration entre les États-Unis et le Tchad. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a la Guinée, il y a tous ces pays-là, la Guinée-Bissau. Donc, tous ces pays-là se rapprochent un petit peu de la Turquie pour des contrats militaires, pour acheter des armes. La Turquie propose même des crédits. Elle facilite. Elle fait des facilités à beaucoup de pays. Et je parle de 45 pays représentés, c'est pas négligeable. Le président sénégalais était lui-même sur place, et il y a eu le président mauritanien aussi qui était sur place. Donc il y a une coalition aussi qui se fait avec avec le Rwanda, ce que j'ai noté. Excusez-moi. Ouais. Il y a le Rwanda et la Guinée. Et l'Ouganda. On parle aussi de rapports militaires entre les trois pays pour essayer de faire soit une armée commune ou une coalition, ou un rapprochement des trois pays. Ça veut dire qu'ils se détachent aussi de la France. Et la grande surprise, c'est que la France qui ont des accords totaux avec les Anglais, aujourd'hui, ils essayent de se rapprocher. Pourquoi? Parce que les pays du sud de l'Afrique, je ne parle pas de l'Afrique du Sud,
les pays du sud de l'Afrique veulent rejoindre aussi les autres pays, c'est-à-dire les pays du Commonwealth. Et là, ça coince. Il y a les intérêts anglais qui sont en jeu. Donc, quand on voit tout ce qui se passe, donc tout le monde veut s'affranchir de la France. Les États-Unis sont absents, ils ne disent rien. Pourquoi? Parce que leurs intérêts ne sont pas touchés. Et quand on parle de la Turquie, on parle aussi de l'OTAN et on parle des intérêts. Donc, il ne faut pas non plus que les Africains tombent dans le carcan des Turcs. Mais ce que je veux expliquer aux Africains, c'est que la Turquie, elle est en train de dégager la France et elle s'installe tout doucement pour ses intérêts et les intérêts des Américains. Donc, soyons très, très prudents. Reste le Mali. Le Mali, comme vous l'avez dit, monsieur Assimi Goïta reste droit dans ses bottes. Lui, il est lié à Alger. Et j'avais donné une fois un exemple, j'ai dit Alger, c'est le cerveau de l'Afrique, c'est la tête de l'Afrique, donc il y a le cerveau, donc un cerveau est utile à un corps humain, et le Mali, c'est le cœur. Et le cœur, c'est important. Moi, ce que je vois là, le Mali, je suis persuadée, et j'ai une conviction, là je parle d'avis personnel, mais par rapport à des données, le Mali est appelé à devenir une force. Ça sera la force du Sahel, le Mali. Vu le comportement qu'ils ont, le peuple qui est derrière son armée, et puis le soutien que M. Goïta a réussi à avoir et les alliances comme la Chine et la Russie, ce sont deux pays très importants et il a des alliances avec eux. Donc le Mali va s'en sortir et la France, je crois que la France commence à peine à le comprendre. Elle commence vraiment à peine à le comprendre. Merci. Donc, je ne sais pas comment il va s'en sortir, Macron, mais il ne pourra plus jouer sur ce dossier par rapport aux élections. Merci. Merci à vous, Linda Labaoui. Je rappelle que vous êtes une analyste politique basée à Paris, mais vous êtes profondément panafricaniste et algérienne. Alors, Dacier de Bindouté, venons-en maintenant au cœur même de ce qui était prévu à Bamako. On le sait, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, non seulement sur l'ordre du jour, mais également sur le format de la visite. Mais restons d'abord sur l'ordre du jour, et notamment les sujets qui fâchent les deux pays. Aujourd'hui, donc, les deux présidents ne vont pas se rencontrer, en tout cas, ce n'est pas pour demain. Mais alors que l'avenir de Barkhane devait être discuté, le Mali souhaite que Barkhane se retire. La France ne l'entend pas vraiment de cette oreille, mais malheureusement, les deux présidents ne sont pas rencontrés pour en discuter de manière vraiment à tête reposée. Alors, quid donc de l'avenir de Barkhane? Est-ce que ce sujet reste en suspens? Comment est-ce que vous entrevoyez, vous, l'avenir de Barkhane au Mali? Ok, merci. Je pense qu'avant de répondre à cette question, permettez-moi de rappeler que le Mali, c'est le nombril de l'Afrique. Et le Mali, c'est une grande terre. Mais les Maliens ne le savent pas. Je le dis haut et fort. Parce que si les Maliens savaient ce qui était le Mali, qui est le Mali, aujourd'hui, les Maliens ne seraient pas là en train de tergiverser, même jusqu'à aller s'asseoir en train d'écouter l'Occident. Le Mali existait là. Vous avez le sentiment que les Maliens s'asseyent pour écouter l'Occident? On a plutôt l'impression que c'est le contraire, que les Maliens revendiquent effectivement la pleine souveraineté de leur pays. Ce que je veux dire, ils ne bluffent pas. Oui. Malgré tout ça, moi je dis conformément à la grandeur du Mali, le Mali n'a même pas à les écouter. Et le Mali a trop souffert. Pourquoi je dis le Mali n'a pas à les écouter? Nous sommes l'Afrique, nous sommes le cœur de la spiritualité humaine. Oui. La France est trop ingrate. Et la France va sombrer. Ce n'est pas pour rien que la France est en train de sombrer au Mali. Rappelez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, africainement parlant, où la France avait caché ses richesses, quand Hitler a pris Paris, c'est au Mali, à Kati, que la France a ramassé tous les symboles de l'État venus déposer.
C'est même Mali. Quand, par exemple, le Mali existait, Sundiata Keïta créait le Mali, la France était quoi dans l'histoire de l'Europe? Quand on se rappelle à toute l'histoire de l'Afrique et du Mali, tous les peuples d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de ramification au Mali. Mais un peuple, vous ne pouvez pas conduire un peuple si vous ne connaissez pas son histoire. Et moi, je dis, à l'heure où nous sommes, si j'étais à la place de Goïta, je n'ai pas besoin d'aller aux choses, concertation avec les partis politiques. Je fais un discours programme comme l'avait fait Thomas Sankara, discours d'orientation politique, et tous les Maliens doivent s'y... Je dis, le Mali a tout. Et même, quand vous regardez aujourd'hui, ce que le Mali doit faire pour montrer à l'Afrique qu'elle est l'âme de l'Afrique, le Mali doit quitter la CEDEAO. Le Mali doit quitter la CEDEAO. Qui a créé la CEDEAO? C'est le même Mali, la Fédération du Mali. On a vu comment la France a utilisé Senghor pour éclater la Fédération du Mali. Parce que tout simplement, ils ont vu qu'avec Modibo Keïta, si les uns s'unissaient autour de Modibo Keïta, ça allait faire mousse, comme on le dit. Mais on a éclaté la Fédération du Mali. Aujourd'hui, les Maliens sont là en train de s'humilier pour que les... Comment l'Union européenne va s'asseoir en Europe, sanctionner un pays dans un autre continent qui n'est pas les leurs? Et en Afrique, on a des présidents qui appellent même l'Union européenne à sortir. Je pense que le Mali a déconné. Moi, j'étais président Goïta, je fais un discours, je quitte la CEDEAO. Le Mali, c'est l'âme de l'Afrique, culturellement, historiquement parlant. Le Mali n'a pas besoin de... Comment le Mali va écouter les chefs d'État de la CEDEAO qui ne veulent même pas reconnaître même la grandeur d'un peuple, la grandeur du Mali? Et les jeunes Maliens sont là assis, ils parlent. Non, c'est pourquoi je dis toujours ici, moi je n'utilise pas les mots transition. On n'a pas besoin de suivre l'Europe pour pouvoir construire notre histoire politique. Est-ce que vous voyez? Donc, le Mali aujourd'hui, le Mali c'est un grand pays et la France a été trop ingrate et c'est l'histoire. C'est la culture humaine, c'est comme on appelle, c'est la justice divine qui est en train d'arriver. Mais, je le dis toujours, tant que les Africains ne vont pas regarder leur histoire et leur culture, sur lesquelles ils vont s'appuyer pour se construire, ils vont toujours s'humilier. Quand on parle des élections, quand on parle de démocratie, quand on parle de droits de l'homme, quand je dis que le Mali ne bluffe pas, moi personnellement, je ne suis pas un démocrate, je ne suis pas un défenseur des droits de l'homme. Je suis un défenseur de la cause humaine. On ne doit même pas autoriser les Occidentaux à venir parler des droits de l'homme en Afrique. Qui est le plus grand criminel sur cette terre? Qui a plus détruit l'humanité sur cette terre? C'est bien les Européens. C'est bien l'Occident. Mais c'est nous en Afrique aujourd'hui qu'on vient punir pour des questions de droits de l'homme. Vous voyez par exemple en Guinée, ils ont envoyé la CPI là-bas pour enquêter sur les questions de 28 septembre sous Dadis Camara. Parce que la France voulait saboter la date du 28 septembre en Guinée. Et c'est des Africains qu'on utilise. Et tant que Goïta ne va pas mettre la pression, ne va pas se faire respecter en faisant taire certaines personnes, moi je pense que nous aujourd'hui Africains, on est trop... Certains leaders panafricains, quand ils arrivent, ils sont trop humains, humanistes, ils s'amusent avec les gens. La Chine, qu'on cite aujourd'hui là, combien de Chinois sont morts pendant Mao? Combien de Russes sont morts dans les goulags? Les gens, aux États-Unis, ils ont fait la guerre de sécession. Combien de gens sont morts aux États-Unis pour les questions de droits civiques? Non, mais en Afrique, il n'y a rien. Quand vous venez, vous êtes président, vous voulez conduire vos peuples, prenez des mesures et dites aux gens de suivre. Celui qui ne suit pas à ses risques et périls. On ne construit pas l'État avec l'État d'âme. Tous ceux-là qui nous parlent aujourd'hui, droits de l'homme, moi j'étais à la place de Goïta, tu abordes la question de démocratie et des droits de l'homme, je t'arrête net. Le débat est suspendu. Moi personnellement, je ne vais pas autoriser l'Occident à venir me parler des droits de l'homme. Qui a pendu les hommes par des côtes sur cette terre? C'est bien l'Occident. Qui a mis l'homme en esclavage? C'est bien l'Occident. Mais regardez les images de l'esclavage. Oui, on est bien d'accord. Nous, Africains, aujourd'hui, on est complexé que l'Europe vienne s'asseoir, oser parler des droits de l'homme avec nous. Qui a les dettes de sang, comme le dit Thomas Sankara? C'est l'Occident qui a dettes de sang. Mais pourquoi aujourd'hui nos présidents, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'humanité, ils ne connaissent pas l'histoire de leur peuple, ils se font humilier, ils s'en vont écouter l'Occident. Pourquoi? L'Afrique aujourd'hui, avec ses richesses, avec son histoire, l'Afrique a humanisé l'humanité. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a des droits de l'homme,
vous prenez Mohamed et Jésus dans l'histoire biblique du Coran. Quelle était la terre de repère pour ces prophètes? La première égide musulmane, c'est à Aksum en Éthiopie, au temps de Mohamed. Parce qu'on trouvait que là-bas, c'est des humains. Quand Dieu même, Hérode voulait tuer Jésus, ce n'est pas la même Bible qui dit que Dieu a dit à Hérode et à Marie et à son époux d'amener Jésus en Égypte. L'Afrique était la terre d'exil où quelqu'un pouvait... Lisez les tariks. Lisez les tariks. On a bien écrit là-bas que l'Afrique, c'est la terre où tu peux te promener dans tous les sens. Même si tu meurs, on va garder tes biens pour attendre tes héritiers. Mais aujourd'hui, les Africains sont là. Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui le Mali peut s'asseoir à la CEDEAO en train de négocier des micmacs, des quoi. Mais précisément sur ce point-là, bon, vous avez évoqué l'autre question qui fâchait évidemment. Comment vous êtes un peu trop dur, non, avec la transition malienne, puisque précisément elle a refusé l'association de la CEDEAO à la visite d'Emmanuel Macron. Hein? Et puis la question de fond, vous ne l'avez pas répondu. Puisque vous demandez tout ça, maintenant, quid donc de Barkhane? Comment faire? Les Maliens, c'est clair. C'est pour expliquer tout ça. Moi, je ne suis pas trop dur, on ne se comprend pas souvent. Et souvent, Mina se fâche. D'accord. Ce qui se passe au Mali, je pense que c'est un acquis. Je n'ai rien contre la transition, je pense qu'ils font bien. Mais moi, je pense que conformément à leur histoire et à leur culture, ils devaient aller au-delà et il faut aller vite. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la feuille de route du Mali? Il doit y avoir un discours-programme. Et maintenant, dans ce discours-programme, j'en viens à votre question. Oui. Ce n'est pas Barkhane qui doit quitter le Mali, c'est toutes les troupes étrangères. Il n'y a pas de terrorisme au Mali, c'est une guerre impérialiste. C'est une réesclavagisation de l'Afrique. La preuve est que partout en Afrique, il y a des attaques terroristes maintenant. Pourquoi il n'y a pas d'attaques terroristes en Asie? La Chine a décidé de contenir les Ouïghours. Qui a osé parler? Je ne dis pas qu'il faut les exterminer ou bien il faut tuer. En tant qu'Africain, moi, dans ma tribu, même on ne touche pas le sang humain. Je n'autoriserai jamais à tuer des gens. Mais pourquoi aujourd'hui personne n'en parle? Parce que c'est l'Afrique. Donc le Mali, toutes les troupes doivent quitter. L'armée malienne aujourd'hui, si toutes les troupes quittent, qui ravitaille ces gens-là qui ont des armes à l'intérieur de nos pays? C'est les mêmes troupes étrangères qui viennent donner des armes. Il n'y a pas de boutique d'armes en Afrique. Pour payer même une simple voiture ou une seule moto, combien de documents tu dois rassembler pour payer une moto ou bien une voiture? Mais comment se fait-il que des gens ont des armes dans un pays, ils attaquent un État et ils ne sont pas inquiétés? Voilà le paradoxe. Donc actuellement là, ce n'est pas de s'asseoir dire que Barkhane doit quitter. Regardez les choses en République démocratique du Congo. Est-ce que l'ONU a déjà fait une mission comme en République démocratique du Congo? Mais regardez où le Congo aujourd'hui. À cause de la richesse du Congo, chacun vient, on crée des guerres, on s'entretue entre nous et eux, ils prennent la richesse quand même. Je pense que l'Occident est inhumain. Vous voulez, il faut faire des affaires. Dites ce que vous voulez, on traite. Mais on vient, on nous vend des armes, on s'entretue entre nous, on prend ces images, on montre que l'Afrique, le noir, c'est pas la peine. Et après encore, on vient avec des humanitaires, que c'est pour nous aider, alors que c'est chez nous qu'ils prennent la richesse. Moi, je pense que c'est inhumain. Et aujourd'hui, c'est pas la question n'est pas seulement Barkhane. Le Mali doit impérativement dire à l'ONU et à la MINUSMA, à toutes les troupes étrangères du Mali qui sont au Mali de quitter. Parce que le problème est partout. Le Burkina a les mêmes problèmes. Actuellement, même le Mali vaut mieux. Actuellement, au Burkina, on ne sait même pas où on va. Quand vous prenez le Niger, où va le Niger? Avec 5 pays qui ont des bases militaires sur toute l'étendue du territoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire, il y a des attaques là-bas. Mais qui sont ceux-là qui nous attaquent? Et il y a des troupes qui sont venues pour nous défendre et ça ne s'améliore pas. Il faut relire Kizerbo sur les questions de l'esclavage. Vous allez voir que c'est exactement les mêmes pratiques que l'Occident a repris. Donc quand je dis que le Mali ne fait pas trop, c'est parce que pour moi, il faut un discours et leur dire la vérité. Assimi doit dire que toutes les troupes doivent quitter. Parce que ces troupes qui sont au Mali, là,
toutes les interventions que la France fait. Mais mon frère Bungu, Oui. demandez maintenant, on n'a qu'à dire la vérité au peuple africain. Combien ça coûte à l'État malien? C'est payant. Les Occidentaux n'abordent pas ce volet économique, ce volet financier que les troupes reçoivent en Afrique. Mais on pense que non, c'est de l'humanitaire. Et actuellement, là, à cause du terrorisme en Afrique, le frère Bungu, qu'est-ce qui se passe? L'Occident a multiplié la production des armes. Parce que c'est en Afrique qu'il faut aller vendre des armes. On leur dit à terrorisme, vous devez vous armer. Et on est en train de mettre plus l'argent dans l'armement que dans la révolution scientifique. On est en train de mettre l'argent plus que dans la révolution agricole. On a faim. On n'a pas de grandes institutions scientifiques. Aujourd'hui, au Burkina, je vous dis qu'il n'y a pas de bibliothèque publique. Si vous enlevez, par exemple, la bibliothèque du Centre culturel français à Ouagadougou, il n'y a aucune bibliothèque publique. Dans ma ville natale, à Gawa, la bibliothèque municipale est en train de fermer parce qu'il n'y a même pas un seul roman africain. À Gawa, actuellement à Gawa. Et le pays est là, on dit qu'il faut payer des armes. Il y a des terroristes. Et eux, ils sont en train de renforcer les complexes militaro-industriels. Et c'est pourquoi je dis, moi j'ai foi à l'Afrique. L'Afrique, c'est le seul continent. Si on laisse les Africains libres, en 10 ans, on fait des miracles. Parce que l'homme noir est intelligent de nature. Ce que la Chine fait aujourd'hui, là, ce n'est pas du miracle. Parce que la Chine a un État qui a sécurisé le peuple et il a dit à chacun de libérer son génie créateur. En l'espace de 50 ans, la Chine a dépassé l'Europe et l'Amérique réunie. Mais comme pour des raisons politiques, on ne veut pas le dire, la Chine actuellement est très en avance. Mais pourquoi nous, Africains, on doit toujours s'asseoir à démocratie, à droit de l'homme? C'est quoi ça? Alors que nous sommes les premières civilisations au monde. C'est nous qui avons créé la royauté sacrée. C'est chez nous que tout le monde est venu s'inspirer. Même ceux-là qu'ils appellent les prophètes, c'est chez nous qu'ils ont acquis les lettres de noblesse. Mais pourquoi aujourd'hui on doit continuer à être les enfants de l'humanité? Pourtant nous sommes le père de l'humanité. Non! Il faut que ça s'arrête. Les Maliens, moi je ne suis pas contre Goïta, je ne dis pas qu'ils font rien. J'ai dit le Mali doit aller vite. Avec un programme scientifique, la Russie vous donne des armes, on veut transfert technologique. Et vous allez voir des enfants vont vous fabriquer des drones, des enfants vont vous sortir des missiles, vous n'allez... Cheikh Anta Diop a dit quoi? La question de la bombe atomique, c'est un secret de polichinelle. Même sous un hangar, on peut fabriquer la bombe atomique. Mais les Occidentaux qui connaissent notre histoire, qui ont des anthropologues, des historiens, qui nous ont étudiés, savent que si vous laissez l'Afrique libre, quand ils regardent les pyramides, quand ils regardent l'art africain, ils savent que ces peuples-là, si vous les laissez libres, ils vont produire des miracles, et surtout avec la technologie. Et j'ai toujours dit ici, ce qui a été la plus grande faiblesse de la civilisation africaine, c'est le fait qu'on n'a pas développé l'art militaire. Et aujourd'hui, dans ce contexte actuel-là, l'Afrique doit songer à se réarmer, à s'armer, à développer l'art militaire. Même l'Égypte n'a pas développé l'art militaire. L'Égypte a passé tout son temps, c'est la morale, les pyramides, les tests. C'est-à-dire l'Afrique aujourd'hui, c'est comme ça. Il n'y a que Chaka Joulou qui a changé la manche des lances et il y a Samori qui transformait les armes. À part ça, quelle évolution avons-nous fait en matière d'armement, du point de vue endogène? Donc aujourd'hui, il faut arrêter ça. On est en train de nous vendre des armes. Et on va, par exemple, le Burkina Faso actuellement, on a plus de 2 millions de réfugiés, mais on dit que 1 500 400. Comment vous nourrissez tout ça? C'est le PAM qui va venir les nourrir. Alors qu'il pleut au Burkina Faso, on a des plaines. On a mis le budget de l'armée, on parle de 700 milliards. Mais vous avez mis combien dans la nourriture? Chez moi, en pays lobby, l'homme digne, le chef de famille digne, c'est le chef de famille qui nourrit sa famille. Sa femme n'a pas besoin d'aller voir ses parents pour apporter du mil. Parce qu'il est capable, il doit cultiver. La nourriture, c'est la première indépendance chez nous en pays lobby. Tu ne me nourris pas, je ne te dois pas des comptes. Et la nourriture, c'est le travail. Il faut que tu travailles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quel travail nous faisons? On est en train de, l'Occident est en train de nous orienter vers le réarmement. On va s'armer, payer les armes, venir déposer, que c'est pour combattre le terrorisme. Alors que c'est eux-mêmes qui viennent nous terroriser. Donc, moi, je pense que ce n'est pas Barkhane qui doit quitter le Mali. C'est toutes les troupes qui doivent quitter le Mali. Et le Mali, dans ses futurs tests, doit sanctuariser le pays. Personne ne doit toucher la question monétaire et sécuritaire sans passer par un référendum. C'est pourquoi je parle de révolution culturelle.
Personne ne doit toucher, par exemple, à telle ou telle question. Il faut que des tests soient clairs comme l'ont fait nos ancêtres. Et on amène ça dans l'enseignement. Tout enfant qui naît, il sait que si quelqu'un doit faire venir une troupe étrangère au Mali, il doit consulter le peuple. C'est clair et net. Merci donc à vous, Dacier de Bindouté. Ngouchi Béanzin, l'autre question qui fâche les deux pays, évidemment, a trait aux élections. La France, avec elle, toute l'Union européenne, souhaite que ces élections-là se tiennent en février. La transition dit niet, on prendra le temps qu'il faut pour cela. Et cette question devait également être discutée. Aujourd'hui, finalement, le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas allé à Bamako laisse plutôt le champ libre à la transition, évidemment, qui est donc soutenue par son peuple, d'aller à son rythme, évidemment, en résolvant surtout les problèmes de fond. Oui. Avant de répondre, je vais appuyer les propos de Linda. Linda, elle disait que Macron a le cul entre deux chaises. Moi, excusez-moi de ce que je vais dire, je pense que Macron n'a pas le cul entre deux chaises, mais Macron a la chaise dans le cul. Voilà, il faut aussi le préciser dessus, et surtout que personne ne compare le Venezuela à l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent, le Venezuela est un pays. Nous comparons le Venezuela, l'exemple, le modèle de résistance face à l'impérialisme du Venezuela au Mali. Le Mali, c'est un pays, le Venezuela est un pays. Donc, je tenais à juste préciser là-dessus. Et je fais une révélation, peut-être que Afrique Média ne savait pas, en disant que la Turquie a signé des contrats militaires avec le Togo, avec le gouvernement togolais, et surtout qu'en ce moment, l'information qui m'est parvenue, que le gouvernement togolais refuserait en ce moment de signer, de prolonger les accords militaires qui lient le Togo et la France. Donc apparemment, il se peut que c'est à cause de ça que récemment, il y a 2 semaines au Mali, des militaires togolais ont été tués, pris en embuscade par les fameux terroristes qu'on ne voit jamais. Donc voilà l'information que j'ai reçue qui met un peu de tension en ce moment entre le Togo et la France. Donc ça prouve qu'en ce moment, la France perd du terrain et que le Mali commence à devenir un modèle. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis prendre en otage Kaboré là-bas au Burkina Faso avec les généraux français pour prendre le contrôle de la situation. Ça prouve vraiment qu'en ce moment, la France perd du terrain. Ensuite, pour vous répondre, je suis désolé, mais on ne va pas aux élections dans un pays divisé, morcelé. Vous comprenez, aujourd'hui, le Mali n'est pas uni. Il y a des problèmes au nord, au centre, et ça commence à descendre vers Bamako. Comment l'Occident, la France, cette fameuse communauté internationale, une communauté de brigands, de criminels, d'impérialistes, peuvent imposer au peuple malien d'aller aux élections. Ces élections, le calendrier, l'agenda que veut imposer l'impérialisme, l'Occident au peuple malien est un agenda qui arrange en quelque sorte la France et ses alliés. Parce que moi, je ne vois pas le Mali imposer à la France d'aller, par exemple, au référendum sur la situation de la présence militaire de la France, l'occupation militaire de la France au Mali. Je ne vois pas, par exemple, le Mali exiger à la France de mettre en place des référendums pour demander aux Français s'ils veulent ou pas que la France se retire du continent africain. Chacun est libre de diriger sa politique intérieure. La France et ses alliés n'ont pas à décider, à dire au gouvernement malien quoi faire. Nous disons au gouvernement malien que tant que le Mali n'est pas stabilisé, tant que le Mali ne retrouve pas, sa sécurité, il ne faut pas parler d'élection. Il faut sécuriser le pays. Il faut remettre le pays sur pied avant de parler d'élection. Et ça, les Maliens sont légitimes. Les Maliens sont libres de savoir ce qui est bien ou pas pour eux. La France n'a pas à décider pour le peuple malien. Est-ce qu'aujourd'hui, Macron vit au Mali? Est-ce que Macron sait ce que subit le peuple malien? Tous les jours, il y a des attaques au Mali. Tous les jours, les militaires, les FAMAS, les mères de famille, les papas perdent leurs fils, leurs maris.
tous les jours. Mais on ne voit pas la France pleurer pour ça. Mais quand il y a un militaire français est mort, tout le monde pleure, tout le monde est convoqué à Paris, comme si la vie d'un militaire français vaut plus que la vie d'un militaire malien. Je suis désolé, au Mali, ce sont les militaires maliens qui sont les héros, les martyrs. C'est eux qui sont sacrifiés tous les jours pour préserver le peu qui reste en ce moment au Mali. Donc, il ne faut pas venir parler d'élections. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. En Libye, ils ont tué Kadhafi parce que Kadhafi voulait créer une monnaie afro-africaine. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, Kadhafi. Ils ont tué Kadhafi pour maintenir l'Afrique dans la soumission, dans la servitude. Donc, des gens qui sont capables du pire, qui sont dans la barbarie. On parle de terrorisme, mais c'est les Occidentaux, les services occidentaux qui ont créé le terrorisme. Ces gens-là viennent créer le terrorisme et ensuite viennent nous vendre des armes pour dire c'est pour lutter contre le terrorisme et on s'entretue avec. Aujourd'hui, l'urgence au Mali n'est pas sur les élections présidentielles. Ce n'est pas l'élection qui est l'urgence au Mali. L'urgence au Mali en ce moment, c'est de sécuriser le Mali, de redonner la grandeur et la dignité au peuple malien, de mettre en place une justice sociale et de mettre en service un minimum au niveau de l'administration pour les peuples, pour les gens aujourd'hui qui sont coupés en deux. Vous allez au Mali, le Mali aujourd'hui est coupé en deux. On voit maintenant que la France commence à bombarder ses propres alliés, ces groupes terroristes qu'elle a utilisés pour diviser le Mali en deux. Parce que l'intervention militaire de la France au Mali était une pure invention. Aujourd'hui, l'enquête de l'ONU le démontre, mais la France ne veut pas le reconnaître. Quand les Français sont partis au Mali, le Mali n'allait pas tomber. C'est tout simplement parce qu'ils ont utilisé l'intervention, l'attaque de ces groupes qu'ils ont créés, qu'ils ont montés pour diviser le Mali en faisant peur, en disant, regardez, si nous n'intervenons pas, le Mali va être divisé, le Bamako va tomber, alors laissez-nous intervenir. Donc, ils sont partis à l'ONU. Et en plus de ça, la présence militaire au Mali n'a pas pour objectif, normalement, de bombarder, de tuer qui que ce soit. Quand la France est partie à l'ONU prendre sa demande d'autorisation pour intervenir au Mali, de base, c'était pour aider les militaires à reprendre les territoires perdus, remettre l'autorité de l'État malien dans les zones qu'elle a perdues. Aujourd'hui, on voit que non, la France a remplacé les militaires français, sont devenus les policiers maliens. Tous les jours, les Maliens sont humiliés. Les militaires français n'hésitent pas à rentrer dans les maisons, fouiller les maisons, déchirer les matelas, mélanger les nourritures ou humilier des mères de famille, tout simplement, tout cela au nom du terrorisme. Je suis désolé, la France n'a pas de leçons à nous donner en matière de démocratie. Comment quelqu'un, un pays qui a vécu, qui s'est construit sur les crimes imprescriptibles contre l'humanité, l'esclavage, la barbarie, le génocide, peuvent venir aujourd'hui s'asseoir et dire à un peuple comme le peuple malien, qui n'a jamais génocidé qui que ce soit, qui n'a jamais esclavagisé qui que ce soit, qui n'a jamais bombardé un pays pour aller s'accaparer de ses richesses pour parler de démocratie. Mais c'est quand même indigne de la part de l'État français. Je suis désolé. Et quand nous le dénonçons, on nous traite d'extrémistes. Est-ce que ça, c'est être extrémiste? Non. Peut-être la vérité est toujours extrémiste, mais aujourd'hui, la France a mis plus de 250 ans pour acquérir, pour obtenir la démocratie. Et on veut faire croire aux Africains qu'au bout de 60 ans, sous surveillance de la France, qu'on peut avoir l'indépendance. Je suis désolé, on n'obtient pas l'indépendance sous surveillance de son bourreau. Et aujourd'hui, le peuple malien doit d'abord se libérer, doit demander aux bases militaires installées, invitées par la France de quitter les terres africaines au Mali, ensuite sécuriser leur territoire, des transferts de technologie. S'il faut même, il faut demander même à la Russie de venir déployer des têtes nucléaires sur le territoire malien pour empêcher peut-être une agression de l'OTAN, de la France et de ses alliés. Nous avons vu ce qui s'est passé à Cuba, comment Fidel Castro a mis la pression aux Américains. Donc aujourd'hui, sur la table, il faut mettre tous les moyens possibles. Donc, si en ce moment,
on demande au peuple malien ou on exige au gouvernement malien d'aller aux élections, c'est sûrement parce que la France a déjà prévu un coup, parce que la France a déjà son plan derrière la tête. Aller aux élections en ce moment, nous savons que cela favorise la France. Parce que la France bourre les urnes depuis Paris, transportées par les avions militaires pour venir les déposer, pour dire voilà, telle personne a gagné, telle personne est président. Aujourd'hui, Assimi Goïta ne doit pas plier. Assimi Goïta ne doit pas mettre la priorité sur les élections. La priorité, c'est la sécurisation du Mali, le renvoi des bases militaires et même le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali qui fait de l'ingérence dans la politique malienne, M. Daniel Meyer. Il faut renvoyer. Et quand on prend des sanctions, les blocus, vous savez, c'est une arme, c'est dans les deux sens. Si la France et la CEDEAO mettent des blocus contre le Mali, les pays qui sont membres de la CEDEAO, qui votent ces blocus, le Mali n'a qu'à aussi prendre des blocus envers ces pays. Regardez le Venezuela, regardez la Chine, regardez l'Iran. Quand il y a un blocus, c'est dans les deux sens. Il faut qu'on arrête de croire que parce que le Mali aura des sanctions, que ça va pénaliser que le Mali. Je suis désolé. Si la Côte d'Ivoire met des blocus contre le Mali met des blocus contre la Côte d'Ivoire. C'est comme ça la diplomatie. Ça va dans les deux sens. Il faut qu'on arrête un moment de penser que la CEDEAO est une institution qui est au-dessus du peuple. C'est faux. La CEDEAO est contrôlée par l'Union européenne, l'Union africaine elle-même contrôlée par l'Union européenne, financée par l'Union européenne et l'Union européenne contrôlée par les Américains. Et quand si la Turquie, on nous parle de la Turquie signe des contrats, mais la Turquie est membre de l'OTAN et nous savons les accords qu'il y a entre membres de l'OTAN, nous savons les accords qu'il y a. Donc aujourd'hui, est-ce que la Turquie fait cela pour les Turcs ou peut-être pour les Américains? C'est encore flou pour le moment à ce niveau-là. Donc moi je dis que l'urgence n'est pas en ce moment les élections. Parce que les élections, on peut régler ça plus tard. Réglons d'abord le problème en ce moment des Occidentaux, de l'impérialisme, de ces colons. Et quand on est envahi, quand on est occupé, il faut utiliser toute la force nécessaire face aux colons. Et face à l'impérialisme, il faut imposer la peur et la crainte. Vous prenez l'histoire de l'Europe. Depuis l'Iliade et l'Odyssée, ce pays, c'est un continent qui ne vit que de la guerre. Ce sont des gens qui sont barbares. On nous parle des Américains. Qui sont les Américains aujourd'hui? Ce sont les Européens, les descendants des Européens. Ils sont partis en Australie. Ils ont décimé. Aux Antilles, décimé. Le seul continent qu'ils n'ont pas réussi à décimer, malgré l'esclavage, la colonisation et les génocides, les guerres, c'est le continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique est l'avenir du monde. Face à la mondialisation, le peuple africain ne profite pas, ne bénéficie pas. Donc, à un moment, retravaillons notre propre paradigme et imposons cela au monde entier. La Chine est maintenant la première puissance économique au monde devant les États-Unis. Remontons 30 ans en arrière, voyons l'état de la Chine et l'état de la Chine aujourd'hui. Nous avons tout pour industrialiser le continent africain. Le Mali ne peut pas se développer en gardant une monnaie de servitude. On ne peut pas se développer, on ne peut pas dire aux colons, à l'impérialiste, nous voulons la liberté, si dans le même temps nous sommes dans une servitude volontaire. Est-ce que c'est ça la démocratie? Non, ce n'est pas la démocratie. Donc il est temps de s'imposer l'autodiscipline, l'autodétermination et qu'on puisse revoir la priorité des peuples d'Afrique. Au Mali, par exemple, ce n'est pas normal qu'un peuple puisse passer 90% de son temps dans le divertissement. Ça doit être l'inverse normalement. 10% dans le divertissement, 90% dans le travail, dans le patriotisme. Il faut éduquer les peuples à être dans le patriotisme. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Je suis désolé. Donc, l'élection au Mali n'est pas une priorité. La priorité, c'est que Goïta doit faire face aux Occidentaux, aux institutions de Bretton Woods, la Banque nationale, le FMI, qui vont commencer à attaquer. Et face à cela, qu'est-ce que nous, peuple africain, nous les panafricanistes, nous la communauté panafricaine, on peut faire pour soutenir le Mali? C'est ça qu'il faut commencer à se développer. Il faut qu'on arrête tout le temps de venir parler dès que la France fait un mouvement. Anticipons les gestes de la France, parce que la France n'hésite pas à tuer en 2021 pour leurs descendants qui arrivent en 2060. C'est pour ça qu'ils sont en train de recoloniser le continent africain militairement. Donc, à nous aussi d'anticiper les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui
pour le Mali, pour le continent africain, ici 2030. Et c'est dès maintenant qu'il faut commencer. Merci. Merci infiniment à vous, Ngouti Béhanzin. Merci pour ces éclairages-là. On me signale déjà des téléspectateurs, évidemment, qui sont au rendez-vous. Vous êtes nombreux à vouloir participer. Eh bien, allez-y. Vous êtes déjà, vous, à notre standard. Merci de votre patience. Bonsoir. Et puis, quelle est votre contribution? Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Bob Noé à Bonabéry. Voilà. Oui, bonsoir. Vous êtes à Bonabéry depuis Douala. Eh bien, allez-y. Quelle est votre contribution à ces débats? Vraiment, j'ai une contribution. La première des choses, je vais saluer votre plateau. Et vraiment, un grand salut à mes sœurs africaines, de toutes parts. Celle de l'Algérie, celle du Mali. Franchement, nous pouvons compter sur d'aussi grandes dames en Afrique. Je les salue et je leur dis bravo. Vraiment, j'ai de la chair de poule quand j'entends ces braves dames parler. Vraiment, il y a de l'énergie, il y a de la ressource en Afrique. Bonsoir à tous, à votre plateau. Je pense que plus que jamais, nous devons être pragmatiques et votre chaîne doit être une chaîne d'action. Vous avez déjà beaucoup fait dans le journalisme, beaucoup dans la sensibilisation, beaucoup dans la mobilisation, beaucoup dans l'éveil des consciences. Plus que jamais, votre chaîne doit être une chaîne d'action. Il y a un intervenant qui est passé tout à l'heure, l'avant-dernier intervenant qui nous rappelle vivement l'histoire de l'Afrique et qui nous parle de la grandeur du Mali. Si on fait la relecture, nous comprendrons que la négritude, effectivement, a été un mouvement néocolonialiste. Et tous ceux qui ont mené le mouvement de la négritude étaient des agents, n'est-ce pas, à la solde de la France. Et si on revisite l'histoire, n'est-ce pas, de la Fédération du Mali, très rapidement, on se rend compte que c'est un agent de la France qui a été un patron de la négritude en Afrique, n'est-ce pas, qui a détruit cette fédération. Je suis en train de vouloir dire sincèrement que si les Africains sont à l'écoute, si les hommes politiques africanistes sont à l'écoute, plus que jamais, le Mali doit être au point de départ de la libération de l'Afrique à partir de cet instant. Je veux dire que le Mali doit être refondé, c'est-à-dire que l'Afrique sera refondée. L'état actuel, le mouvement de révolution qui est en train d'évoluer au Mali ne doit pas avoir comme objet politique. L'objet doit être globalisant. Je pense que le Mali doit plutôt se donner le temps à faire les états généraux de son pays, tant sur le plan politique, tant sur le plan éducatif, tant sur le plan économique, tant sur le plan religieux. Ces états généraux doivent être faits à l'état actuel du pays, ce qui demandera effectivement du temps et ce qui demandera de la ressource. Je donne une première proposition tout de suite, que tous les panafricanistes qui suivent votre chaîne et qui veulent vraiment la cause de l'Afrique, qui protègent la cause d'Afrique, qu'ils engagent une contribution. Ça peut être à partir des États, ça peut être à partir des sociétés civiles, pour donner au Mali désormais la ressource nécessaire qui lui permettra de survivre le temps de ces états généraux. Voyez-vous, même nos programmes scolaires ont été établis que tout le monde qui est sorti de nos écoles en Afrique doit être au service, n'est-ce pas, de la France. Vous comprenez déjà, alors que le Mali qui a pris, n'est-ce pas, le bâton de commandement, le bâton, n'est-ce pas, qui libère l'Afrique,
doit bénéficier, n'est-ce pas, du soutien de toute l'Afrique aujourd'hui et maintenant. Nous, en Afrique centrale, le mouvement a été mené, mais nous utilisons un peu la soft power. À l'analyse, je pense que nous nous rappelons tous que nous venons de perdre, n'est-ce pas, notre fervent président Idriss Déby, un panafricaniste à ces derniers moments. Il a été tué. Macron est venu en Afrique. Macron est venu en Afrique centrale. Macron est venu au Tchad. Je pense que vous n'en avez pas beaucoup parlé. Macron n'a été entouré avec par aucun président de l'Afrique centrale. C'était un signal fort. Ça veut dire que même en Afrique centrale, le mouvement est parti. Mais les présidents, automatiquement, sont supposés être très, très prudents. Ils sont très prudents. Donc, ils utilisent un peu la soft power. Mais c'était une démonstration de l'abandon de la France que Macron arrive au Tchad, en Afrique centrale, au deuil de Idriss Déby, et qu'il ne soit entouré par aucun président de la sous-région. C'était un signal fort qui veut dire que l'Afrique centrale est dans le mouvement, mais nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. On ne peut pas savoir comment est-ce que nos présidents sont en train de fonctionner. Maintenant, il est question que la société civile, le peuple en Afrique centrale, qui est une coalition de mouvements entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pour que les peuples se lèvent pour soutenir, pour amener nos présidents, n'est-ce pas, à porter, n'est-ce pas, ce mouvement-là. Donc, franchement, aujourd'hui, le Mali est le viseur, est le pôle doit être le pôle d'attraction de tous les Africains qui veulent vraiment que notre belle Afrique soit libérée. Il faut interpeller toute la diaspora panafricaniste contre, n'est-ce pas, une plateforme de recueil de ressources, de collecte de ressources, à mettre à la disposition du mouvement de révolution au Mali aujourd'hui pour lui donner la ressource qui lui permettra d'avoir le temps nécessaire de faire les états généraux, n'est-ce pas, sortir de ces états généraux maintenant, sur tous les plans. Maintenant, il s'ouvre, n'est-ce pas, vers une élection pour un Mali meilleur et une Afrique meilleure. Notre préoccupation, c'est que Macron n'est pas venu en Afrique, Macron n'est pas venu au Mali, mais Macron n'est pas parti. Nous connaissons tous les manœuvres de la France. Il va revenir. Maintenant, je pense que le débat doit tourner vers comment est-ce qu'on doit et que le Mali doit préparer le retour de Mali. Comment les forces africaines devraient se mobiliser pour attendre tout ce que la France viendra plus tard amener dans le cadre de la déstabilisation. Parce que la France va revenir pour déstabiliser. Merci à vous pour cette contribution. Elle a été un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. Un autre téléspectateur en ligne déjà, bonsoir à vous. Merci de nous faire le partage de votre contribution. Allez-y très rapidement, on vous écoute. C'est Lamine Diop de Genève. Bonsoir à l'ensemble de tes panélistes ainsi que la régie technique. Écoutez, moi j'ai envie de dire que Macron croyait bon de pouvoir piéger Assimi Goïta, c'est-à-dire en clair lui donner une certaine fausse reconsidération et estime en acceptant de se déplacer au Mali, après lui avoir traité de honte et de pouvoir caduc. Mais Macron avait oublié qu'une partie de la nouvelle génération africaine n'est plus dans ce besoin de reconsidération ou de considération venant de l'Occident. Et ce faisant, il a été non seulement ignoré, mais ridiculisé, mais enjambé par Assimi Goïta et son équipe. Néanmoins, cet épisode théâtralisé de Macron, certes raté, verse dans une suite logique impérialiste. Mais pour être précis, il faut opérer une double distinction
les panafricains et des panafricains, le besoin de considération de l'Occident et le besoin de considération de son peuple respectif. Le besoin de considération de l'Occident, qu'elle soit affichée ou recherchée par une grande majorité des panafricains, bon, bah, c'est l'évidence avec ce qui se passe dans nos vitrines audiovisuelles, avec ce qui se passe dans nos cursus scolaires, avec ce qui se passe du plus haut sommet de certains de nos États africains, etc., etc. Et enfin, on a tous les exemples, malheureusement. Oui, donc il y a un nouveau phénomène affiché du non-besoin de considération de l'Occident chez les panafricains. Mais c'est le fait d'une toute minorité. Il y a à peu près deux ou trois qui le font savoir ouvertement, plus précisément Assimi Goïta et Archange Touadéra. Mais il faut relever que cet épisode montre la manière d'être de l'Occident à propos de l'Afrique noire. En effet, pour l'Occident, un grand nombre des Africains sont dans l'attente d'une considération venant de l'Occident pour être simples, confondus à la civilité occidentale. Et ce que nous constatons au quotidien, et c'est cela bien évidemment qui rend inaudibles nos cris de colère auprès de certains États centraux occidentaux. Certes, l'attitude et le comportement de l'État central français sont à la fois baroques, mais aussi logiques. Car comment voulez-vous libérer de si belles proies africaines qui ne fait rien pour vous échapper, si ce n'est qu'une quelques patriotiques qui commencent à pousser des cris d'orfraie, mais il n'empêche que la libération du peuple noir africain se fera par une prise de conscience collective, car seuls Assimi Goïta ou Archange Touadéra ne pourront libérer cette Afrique à eux deux seuls. Et ce faisant, je crois que les Noirs africains doivent raviver leur identité dans toutes ses formes et dans toute sa grandeur en posant des actes concrets, et comme le font les autres peuples. Or, si je mets en lumière deux caractéristiques propres à un peuple qui a une identité, malheureusement, nous constatons très vite que nous, les Noirs africains, nous sommes uniques à notre genre. Par exemple, comment se fait-il que la diaspora nord-africaine en Europe dégage une certaine honte ou un certain déni identitaire en faisant porter des identités et civilités occidentales à leurs enfants nés en Europe? Or, comparaison égale, nos cousins et voisins d'Afrique du Nord font sublimer, magnifier l'identité et la civilité de leurs ancêtres à travers leurs enfants nés en Europe. Un Maghrébin n'ira jamais donner James ou Hamilton comme prénom à son nouveau-né. Et je sais de quoi je parle. 70% de mes amis d'enfance, amis depuis la maternelle, sont des Maghrébins. Ils s'appellent Mouloud, Jawad, Osni, Fatima, etc., etc. Et encore, un autre exemple, cette fois-ci sur le continent. Comment se fait-il, depuis l'indépendance signée, théoriquement, nous ancrons la civilité, la civilisation française dans la tête de nos enfants en Afrique noire, en parlant en français, en lisant en français, en écrivant en français du matin au soir, hors comparaison égale, chez nos voisins du nord de l'Afrique, ils ancrent dans la tête de leurs enfants la civilité et la civilisation arabo-berbère du matin au soir. Bien sûr qu'on a été piégé dans des schématisations ethno-territoriales diverses, mais une langue lue, parlée, écrite peut se créer sur un temps assez bref de 10 ans. L'Israël l'a fait avec Ben Yehuda, certes financé gracieusement par Rothschild et l'Alliance universelle israélienne. D'ailleurs, on remarque l'importance d'une langue nationale propre à une identité donnée, et qui plus est, on ne partira pas sur rien, car on a en Afrique plein de langues véhiculaires. Or, Ben Yehuda en Israël est parti sur du rien pour mener son projet linguistique et créer l'hébreu. Voilà donc, je finis par là, les deux interrogatives qui me perturbent et qui me rendent perplexe et nuancé sur la volonté intrinsèque des Noirs africains de vouloir se libérer eux-mêmes du colon français ou de l'occidental. Car ni Ouattara ni Macky Sall n'imposent en rien à des familles camerounaises ou ivoiriennes de la diaspora, voire congolaise, etc., d'appeler leur enfant Karl Briand ou Michael ou encore Hamilton ou non, et non Yamtimba ou non Bandakani, par exemple, etc. Je ne suis pas en train de donner un blanc-seing à des Ouattara ou encore à des Denis Sassou Nguesso, mais cela montre bien que mes deux interrogatives posées et évoquées restent sans réponse saine et psychologique. Et tant que cela perdurera, nous serons broyés et confondus comme esclaves tôt ou tard dans ce piège impérialo-occidental, et que le pari démographique annoncé pour 2064 ne sera guère bénéfique. Et en conséquence, par obligation,
Commençons à horizontaliser notre libération souveraineté panafricaine en posant des actes identitaires de notre côté proportionnellement à notre niveau et arrêtons de jouer à notre propre complexe, de se jouer à notre propre complexe d'infériorité identitaire et de vouloir se confondre dans la civilisation occidentale car nous y gagnons que du mépris. La preuve avec l'opinion publique française, avec son état central à propos de l'Afrique noire. Je finis par là. Vif Afrique Média, belle fin du week-end, merci. Vous, Lamine, je ne vous avais pas reconnu au téléphone. Merci pour cette très belle contribution qui vient évidemment ajouter à ce que nos panélistes en donnent depuis le début de cette émission. Un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir à vous, merci de votre patience. Eh bien, allez-y, c'est votre tour, vous êtes à l'antenne. Quelle est votre contribution? Manifestement, l'auditeur, le téléspectateur. Oui, allez-y, vous êtes déjà à l'antenne, allez-y, on vous écoute. Hein. Et j'espère qu'il y aura quelque chose de nouveau à l'horizon. Ouais. Alors. Allez-y, vous êtes déjà à l'antenne, bonsoir. Bonjour, monsieur Fred. Excusez-moi, j'ai pas eu l'antenne, donc comme j'avais beaucoup de... Alors. Bonsoir, monsieur Fred. Bonsoir, Peter. Alors. Oui, allô, allez-y, vous êtes déjà à l'antenne, Peter. Alors. Oui, Peter, vous êtes à l'antenne, c'est que vous nous appelez depuis l'Écosse. Vous êtes une voix bien connue d'Afrique Média. Bien, allez-y. J'ai pas reçu... Excusez-moi, j'ai pas reçu le retour. Ok, je vais donner mon petit point de vue en saluant vos invités pour ce soir. Il y a quelque chose de très flagrant que nous constatons dans cette histoire de M. Macron, c'est que il joue les cartes politiques et géopolitiques. Pourquoi? Parce que il va bientôt occuper la présidence de l'Union européenne en janvier. Et puis aussi, il y a des élections en mois d'avril qui arrivent, surtout que il a des gros concurrents au sein de la droite française qui sont en train de le gêner, donc il veut se donner le bon figure, vous comprenez? Et en même temps, il voulait utiliser le même levier que monsieur François Mitterrand avait fait en 1987 avec Thomas Sankara. Lorsque il avait décidé de descendre au Burkina Faso, c'était pour programmer sa fin de vie. Vous voyez, heureusement, je dis bien que M. Asseni est très intelligent et il est entouré de très bons conseillers. Ça, c'est très important. Et aussi la détermination du peuple malien à ne plus sentir la présence de ce néocolonialisme. Or, M. Macron fait comprendre à l'Union européenne qu'il y a un sentiment anti-français. C'est faux. C'est un sentiment anti-néocolonialiste, colonialiste, c'est ça, voilà, qui n'arrive pas à exprimer ici sur les chaînes mainstream parce qu'ils savent très bien que le peuple européen, je veux dire l'Union européenne, est lobotomisé. Aujourd'hui, ils sont devenus des androïdes, des gens à qui on dit quelque chose, demain ils obéissent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, l'Europe est très inquiète sur l'influence de Russia en Afrique subsaharienne parce que depuis l'échec qu'il y a eu en Centrafrique, la France se sent très inquiète de savoir que le Mali va échapper et elle sait très bien également que le G5